Et si on s'intéressait à Kavaye Djibril, le président de l'Assemblée nationale a occupé les devants de la scène cette semaine avec un arrêté présidentiel dans lequel il a viré son garde du corps. Bouba Simala est accusé de terrorisme, de tentative d'enlèvement par son oncle de patron. L'œil du Sahel brosse le portrait de celui qui était jusque-là l'homme de main, le propriétaire de tous les dossiers, mais aussi un petit dieu aux côtés de l'honorable. Sauf que des dernières informations font état de ce que il a été non seulement mis à la disposition du tribunal militaire, mais aussi écroué à la prison centrale de Yaoundé. Mutation et le jour se demande ce qui s'est réellement passé pour qu'on en arrive là. Le messager en a profité pour s'interroger sur ces hommes de main, des personnalités devenues plus ou moins gênants. Les attentats de N'Djamena nous parlent-ils? Europe Plus répond par l'affirmative et pense que le Cameroun doit désormais se méfier du nouveau mode opératoire de Boko Haram. Elles ont, quant à elles, fait une bonne opération au Canada. Il s'agit des Lions indomptables, les pouliches de Enongachu, qui, en se qualifiant pour les huitièmes de finale, ont attiré l'attention de la presse. Cameroun Tribune pense qu'elles avaient tout de leur côté pour pouvoir arriver au quart de finale et pourquoi pas la finale de ce mondial 2015 qui se joue du côté au Canada. Sauf que cela n'a pas été le cas, mais les journaux comme Le Messager, Le Jour et autres pensent qu'il faut déjà tirer les leçons de cette expédition canadienne des pouliches de Enongachu. C'est d'ailleurs cet exercice auquel nous allons nous livrer à l'entame de cette émission de droit de réponse. Madame, monsieur, bonjour, merci d'être au rendez-vous de ce programme dominical. Droit de réponse, je le rappelle, cette émission qui se propose de disséquer l'actualité telle que vue par la presse afin de susciter le débat. Ici, et comme tous les dimanches d'ailleurs, des journalistes, des acteurs de la société civile et des hommes politiques se relaient sur ce plateau pour tenter d'expliquer ce que la presse, elle, n'aurait pas pu. Merci donc d'être au rendez-vous de droit de réponse ce dimanche. Céline Oufélé, bonjour. Bonjour Sandrine. Le temps de la revue de la presse, on va s'intéresser non seulement au Parlement, mais aussi au football. Tout d'abord, le limogeage du garde du corps du président de l'Assemblée nationale a fait les chauds gras de la presse cette semaine. Kavaye Djibril accuse le capitaine Bouba Simala de tentative d'enlèvement et de terrorisme, mais la presse n'y croit pas vraiment en raison des 20 ans de collaboration étroite entre le président de l'Assemblée nationale et son désormais ex-garde du corps. La nouvelle expression fait des supputations sur un éventuel règlement de compte à l'encontre du capitaine Bouba Simala, avec qui Kavaye Djibril ne s'entendait plus. Le messager précise que le torchon brûle entre les deux hommes depuis un certain temps au sujet d'une affaire d'argent. Cependant, Le Jour indique que le limogeage du garde du corps du président de l'Assemblée nationale intervient quelques jours après que Kavaye Djibril ait réaffirmé dans son discours d'ouverture de la session parlementaire qu'il existe bel et bien des complices de Boko Haram au Cameroun. Ce qui suscite des interrogations dans la presse. Le quotidien Le Jour se demande s'il voulait faire allusion à son garde du corps accusé de terrorisme. Le messager, quant à lui, s'interroge sur la suite de cette affaire. L'interpellation du capitaine Bouba Simala est-elle le démarrage d'une vaste opération de démantèlement des réseaux et complices de Boko Haram en terre camerounaise? À cette occasion, le messager met en lumière des personnalités de la République victimes de trahison de la part de leurs proches collaborateurs, entre le vol de la mallette de Paul Biya en Suisse et les millions d'André Mamafouda dérobés à son domicile. Le messager souligne que c'est la première fois qu'il est question de tentative d'assassinat ou d'enlèvement d'une haute personnalité par ses proches. De l'Assemblée nationale au Sénat, il n'y a qu'un pas pour évoquer la colère des sénateurs après la baisse de leur salaire. Le journal Intégration précise qu'ils gagnent désormais 850 000 francs CFA contre 1 300 000 francs CFA depuis la mise en place du Sénat. Selon ce journal, une somme de 500 000 francs CFA a été retenue sur leur enveloppe de micro-projets à titre de contribution à l'effort de guerre. Cependant, les concernés se plaignent dans la presse de n'avoir reçu aucune explication officielle sur les raisons d'une telle décision. Le journal Intégration estime que cette affaire de réduction des émoluments des sénateurs illustre les balbutiements de la Chambre haute du Parlement depuis 2 ans. La presse camerounaise n'est pas restée insensible aux attentats suicides perpétrés au cœur de N'Djamena, la capitale du Tchad. Plus d'une 50aine de morts et des centaines de blessés ont été enregistrés. La nouvelle expression affirme que c'est une nouvelle stratégie de Boko Haram
pour répondre aux pays du Golfe de Guinée qui souhaitent installer la base d'une force multinationale en N'Djamena dans le but de lutter contre Boko Haram. Aurore Plus craint que Yaoundé ne soit la prochaine cible de ces terroristes, d'où leur appel à une plus grande vigilance des autorités. Cependant, Repère tire la sonnette d'alarme sur l'incertitude autour de la mobilisation effective des troupes qui doivent constituer la force multinationale mixte contre Boko Haram. Ce bi-hebdomadaire indique qu'il y a des sons de cloche discordants autour des 15 milliards de francs CFA attendus pour le fonctionnement de cette force anti-Boko Haram. Selon Repère, le Nigeria, le Tchad, le Bénin et le Niger réclament le président Paul Biya lors des concertations en vue de la mise sur pied de cette force multinationale. La presse n'a pas manqué de saluer le parcours des Lions indomptables à la Coupe du monde de football féminin. Pour le Messager, elles ont sauvé l'honneur de l'Afrique en se qualifiant pour les huitièmes de finale après avoir remporté le match contre la Suisse 2-1. Le Jour raconte les scènes de joie et de liesse chez les parents d'Enganamuit résidant à Yaoundé. Cameroun Tribune constate que la cote des joueuses a encore grimpé auprès des supporters lors de la performance historique, ce d'autant plus que c'est la première participation à cette compétition. Et Nongachu, leur entraîneur, a été lui aussi porté en triomphe dans les colonnes des journaux. Le Messager le présente comme le dresseur des lions et le faiseur des reines qui a réussi avec brio l'encadrement technique de son équipe en dépit de l'absence des matchs amicaux, des programmes de stage non respectés. Ce journal précise qu'il a donné une âme et un moral d'acier aux héroïnes de Vancouver et Edmonton, d'où le coup de gueule du Messager au regard de la récupération politique observée autour des Lions. Ce journal interpelle le ministre des Sports et sa suite qui ont fait le déplacement pour le Canada. Où étaient-ils lorsque les Lions n'avaient pas de quoi manger? Qu'ont-ils fait du programme des stages? Qu'ont-ils fait pour résoudre l'équation des primes? Pour le Messager, cette série de questions relève les paradoxes du pays organisateur. Merci à vous, Cédric Noufeli. On va certainement revenir sur ces pardons. Je signale qu'on se retrouve dimanche prochain. Toujours avec le même plaisir, Sandrine, pour une autre édition de Droit de réponse. Merci donc à vous, Cédric Noufeli. À dimanche prochain, on l'a dit. On va d'ailleurs s'intéresser à cette actualité autour des Lions. La nuit a été soit longue, soit courte pour les supporters des Pouliches de Nongachu. Mais avant, nous vous présentons nos invités pour ce dimanche. Nous disons tout d'abord bonjour au professeur Charlemagne Pascal Messanga Nyamdi. Bonjour. Oui, bonjour Sandrine et bonjour aux téléspectateurs de cette chaîne de télévision citoyenne Equinox. Merci d'avoir accepté cette invitation. Oui. Merci. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Merci d'être avec nous. Et nous disons également bonjour à Oman Doumbé. Bonjour. Bonjour et bonjour bien entendu à toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs qui nous regardent pour cette émission. Et bien entendu cette chaîne qui est merveilleuse et qui fait un travail merveilleux. Très bien, vous êtes un acteur de la société civile et avec vous, nous allons tenter d'avoir votre point de vue. Nous allons donc avoir votre point de vue sur les différents sujets d'actualité inscrits à l'ordre du jour de droit de réponse. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie infiniment. Nous disons bonjour à Kaminele. Bonjour. Bonjour Sandrine. Journaliste d'investigation qui a passé quelque temps au Tchad et qui pourrait certainement nous permettre d'en savoir davantage sur toutes ces affaires de sécurité. Merci d'être là ce dimanche. Tout plaisir pour vous. Très bien. Et nous disons enfin bonjour à Abel Elimbi Lobé. Bonjour. Bonjour Sandrine. Vous nous paraissez un peu timoré. Vous avez subi les inondations de la ville de Douala? Oui. C'était extrêmement préoccupant ce que nous avons vu à Douala 5, particulièrement. Et ça doit instruire les uns et les autres sur ce que peut être un pays où les gens refusent qu'on les gouverne. Parce que nous avons nous-mêmes envoyé nos enfants à l'école pour qu'ils nous guident, qu'ils soient ingénieurs, qu'ils soient des techniciens de cadastre, des techniciens du domaine, et qu'ils aident le gouvernement à prendre des mesures adéquates. Et ces techniciens sont revenus, ils travaillent, ils constituent la fonction publique qui nous indique que les marécages sont le domaine public fluvial qui est insusceptible d'appropriation privée. Ça, c'est l'ordonnance de 1974. Les gens ont pris l'habitude de déroger à toutes les règles au nom du dynamisme et de je ne sais quelle autre vertu qui s'approprie.
et occupe les marécages au point où lorsque le vrai propriétaire des marécages, qu'on appelle l'eau, vient et reprend ses droits, nous avons une désolation humaine qui dépasse l'imagination des hommes. Très bien. Donc ce que nous avons vu hier constitue des signes avant-coureurs des catastrophes qui peuvent se produire. En ce moment où il y a un dérèglement climatique qui modifie les saisons, le cours des eaux, les pluies, etc., etc. Il faut qu'on se penche sur l'idée que quand le gouvernement dit « n'occupez pas tel endroit », que les gens sachent que le gouvernement a une bonne raison de refuser que les gens occupent cet endroit. Très bien. Je signale quand même que c'était des images un peu difficiles. Oui, et vous avez une minute. Moi, je croyais que Abel avait beaucoup de soucis parce que dans son parti, il a été assommé parce que dans son conflit avec Miqueux, je pense que Abel ferait aussi mieux de réfléchir dans le type de relation que le SDF et ses militants entretiennent entre eux. Lorsqu'on connaît comment il a été persécuté, et je croyais que c'est ça qui abattait mon frère et ami Abel. Ce n'est pas l'ordre du jour de toutes les Non, façons. et comprends donc que je ne suis pas abattu par ça, je suis abattu par la condition sociale dans ma commune, et je n'ai pas été moins persécuté que lui qui a été dans un conseil de discipline quand même. Bon, je vous propose, chers messieurs, de commencer par évoquer le football féminin. En l'occurrence, avec cette percée des Lions indomptables sur on peut le dire, quelque peu sur le toit du monde. C'est là qui, pour une première participation à la Coupe du monde de football féminin, donc brillait de mille feux. Et là, on peut comprendre pourquoi la presse est davantage intéressée à ces Lions, Kaminele. Il faut d'abord commencer par dire que la nuit d'hier à aujourd'hui a été longue. Elle a été longue pour les Camerounais qui sont restés éveillés pendant longtemps pour attendre minuit et attendre ce match. Et pendant que les Camerounais attendaient, je peux vous assurer, Sandrine Yamga, que sur le coup de minuit moins 10, Eneo nous a fait la pirouette habituelle de jeter le noir dans certains quartiers. Ça a été terrible. Moi, j'ai vu des centaines de personnes quitter Daïdo rapidement pour se déporter du côté de Bonamouan ou du côté d'Aqua pour voir si ils peuvent pas rattraper le match. Donc, c'est déjà quelque chose qui a commencé par gâter un peu la fête. La fête a été belle. La fête a été belle. Les Lions ont joué. Ils ont donné tout ce qu'elles avaient dans les tripes. Et moi, je pense que ça a été une bonne chose que ces filles que personne n'attendait, que personne ne connaissait en réalité, puisqu'il n'existe pas de véritable politique de promotion du football féminin. Alors ça a été comme une sorte de flash spontané qui est arrivé, qui a donné du plaisir aux Camerounais, parce que les Camerounais savent recevoir savent accepter le plaisir du football et ils savent en jouir. Alors ces filles ont donné du plaisir aux Camerounais pendant quelques jours. Et ces filles, personne ne se disait qu'elles vont passer, on se disait tout simplement qu'elles avancent au coup par coup. Et au coup par coup, on a vu ces filles-là commencer monter en puissance. Et face à la Chine, on a vu que c'est tout simplement par la glorieuse incertitude du sport qu'elles ont perdu, mais elles n'ont pas démérité. Moi, je pense que un bon point, bravo pour ces filles, bravo pour le coach Enongacho qui nous a prouvé que les entraîneurs noirs peuvent faire des choses. On a vu Jean-Paul Akono aux Jeux Olympiques, on a vu lui Enongacho aujourd'hui à la Coupe du Monde, et bravo pour cette équipe qui n'a pas eu besoin d'un sorcier blanc pour arriver là où elle est arrivée. Alors, Doumbé Oumar, quelle est la principale leçon que vous tirez de cette expédition canadienne? Bien, moi je pense que c'est d'abord un combat héroïque que ces jeunes dames ont eu à mener. Neil l'a dit tout à l'heure, effectivement, il n'y a plus rien à rajouter là-dessus. Mais ce qui me pose, moi, un petit problème, c'est que depuis quelque temps, nous avons pris l'habitude d'accepter tout ce qui se passe. C'est-à-dire que lorsque un club doit aller jouer à l'étranger et n'a pas les moyens de le faire, on va quand même jouer. On ne dit rien. Lorsqu'on revient, on ne dit rien. C'est-à-dire qu'on a l'habitude maintenant d'accepter ce qui se passe et ce n'est pas une bonne chose. Moi, je pense que effectivement, les Lions ont beaucoup joué. Elles ont donné le meilleur d'elles-mêmes. Mais je pense quand même que, quelque part, il faut de temps en temps pousser un coup de gueule et de ne pas accepter d'aller jouer comme ça alors qu'on n'a pas touché les primes et que, quelque part, alors, vous pensez qu'elles auraient dû rester au Cameroun en attendant de percevoir ces primes, puisqu'elles ne les ont toujours pas perçues? Elles ne les ont pas perçues, mais elles auraient pu bouder.
Je pense que si elles avaient boudé, ne serait-ce que de faire une grève, etc. Parce que vous voyez, par exemple, quand on remonte un peu l'histoire avant la Coupe du Monde des Lions, on a vu que les Lions indomptables avaient d'abord manifesté leur colère. Le Premier ministre n'a pas pu leur donner le drapeau, mais ils sont quand même partis. Des délégations pléthoriques ont été au Brésil. On n'a pas vu le résultat. C'est la même chose qui s'est produit à cette Coupe du Monde où une des grandes délégations ont été là, représentées par des fonctionnaires du Premier ministère, de la Présidence, des ministres, etc., etc. Mais quel est leur apport, quelle était leur présence, la nécessité de leur présence là-bas? On ne voit pas. Alors qu'on aurait pu dégager cet argent et mettre cet argent à la disposition de ces filles qui ont porté le drapeau du Cameroun, qui ont porté l'espérance du Cameroun, qui ont porté notre honneur. Malheureusement, elles ont été bafouées, encore une fois. On va leur donner des miettes à leur retour et ça va être une récupération qui n'est pas normal, qui est absolument quelque chose qu'il faut dénoncer. Et moi, je crois que quelque part, il faut commencer à dire non lorsque ça ne va pas. Parce qu'on ne peut pas continuer sur cette même lancée, qui a un match important où des gens se sont sacrifiés, où on ne peut pas leur donner l'eau, où on ne peut pas leur donner la préparation. Et lorsque les résultats arrivent, malgré tout, eh bien, on commence à récupérer, à encenser les gens. Et bien entendu, vous allez voir qu'ils seront reçus par les plus hautes instances de la République. Et ça, à mon avis, c'est un problème pour moi. Alors, Pascal Messangani, on dit que la presse craint déjà qu'il y ait des récupérations enfin politiciennes après cette victoire, bien cette expédition des Lions, qui sont quand même arrivés en huitième de finale de cette Coupe du Monde. Alors c'est à craindre, on parle même déjà de quelques balles de charognard de ces Lions. Non, il faut d'abord dire qu'on ne peut pas éviter qu'il y ait des récupérations. Ça, ce sont des traditions qui sont une coutume propre à tous les États. Que vous trouvez normal aussi? Oui, non, mais, enfin, on ne peut pas éviter. Rappelez-vous, pendant la guerre froide, lorsque un athlète russe gagnait une compétition, rappelez-vous de ce grand sauteur en hauteur, eh bien, cela apparaissait pour la Russie comme un signe de puissance. Et de l'autre côté, lorsqu'un athlète américain gagnait également aux Jeux Olympiques ou à la course ou à la boxe, hein, ou même un homme comme Mohamed Ali, effectivement, c'était aussi le symbole de la puissance américaine. D'ailleurs, vous l'avez vu avec des films comme Rambo, avec Rocky, qui illustrait le triomphe de ces États. Bon, on ne peut pas éviter cela. On le voit aussi avec la Chine. C'est dire que le sport est devenu vraiment un instrument qui peut élever les États. Un pays comme le Cameroun, le sport peut l'élever vers le développement. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi je vais faire deux observations et une analyse. D'abord, à l'observation, il faut dire aux téléspectateurs qui nous écoutent que ce sont des filles qui viennent d'un pays où il n'y a pas de championnat féminin. Ces filles ne viennent de nulle part, il n'y a pas de championnat. Et c'est une question très grave qui devrait interpeller les pouvoirs publics et nous faire tous réfléchir. Deuxième observation, ces filles qui sont allées en Coupe du Monde sont dans une fédération camerounaise de football qui n'existe pas depuis 2 ans. Ça aussi, il faut le dire. C'est très grave. Bon, ça veut dire quelque chose, et c'est ce qui me renvoie à l'analyse, que en fait, certains secteurs dans ce pays, malheureusement la majorité des secteurs, fonctionnent en pilote automatique. Ça veut dire qu'on peut mettre en place un État qui existe où les gens doivent prendre leurs responsabilités, mais parce que les gens ne prennent pas leurs responsabilités, parce que les gouvernés sont en avance sur les gouvernants, eh bien on arrive à de tels résultats positifs. Alors à l'analyse, moi je pense que ces filles viennent de nous faire cet honneur, mais il faut le dire, je le dis vraiment avec le cœur, malheureusement, elles n'ont pas fait ce qu'il fallait parce qu'elles avaient la capacité d'aller très loin. Oui. Je suis sûr que tous ceux qui nous regardent peuvent reconnaître que là encore, on a vu une faiblesse des Africains qui se contentent de très peu. Personne ne les attendait, c'est vrai. Mais quand on regarde les femmes qu'elles avaient en face, on se rend quand même compte qu'elles sont mieux. Et effectivement, comme on l'a vu à la revue de la presse tout à l'heure, elles avaient la possibilité d'aller au moins en finale. Oui. Là aussi, on peut faire des reproches
à des dirigeants qui sont allés alors que les femmes avaient déjà gagné. J'attire votre attention que lorsque le président du comité de normalisation, le ministre des Sports sont allés, avant leur arrivée, les filles gagnaient déjà 6-0. Elles avaient déjà battu l'Équateur. Alors nous sommes en droit aussi de nous poser la question de savoir, est-ce qu'ils ne sont pas à l'origine, finalement, de la défaite de ces filles, avec toutes sortes de pressions? Surtout lorsqu'on sait que les Lions ont joué ici contre la Mauritanie. On a vu au plus haut niveau des instances qui dirigent le football, personne. Le président du comité de normalisation était au Canada, le ministre était au Canada, et puis finalement, même à travers le Canada, on aurait appliqué un conflit entre le ministre et son secrétaire général, qui aurait pourtant bien fait son travail. Bon, c'est dire quand même que dans ce pays, il y a des choses qui ne vont pas. Et je suis convaincu, et je suis que par là, en soutenant que ces filles, pour moi, sont devenues un miroir qui tend à montrer que nos politiques publiques doivent être plus efficaces. Abel Elimbilobel. Ah oui. Je suis émerveillé par le développement, l'analyse que le RDPciste turiféraire qu'est Nyanding et qui a subi beaucoup de persécutions ces derniers temps vient de faire. Et je me demande qu'est-ce qu'il fait encore dans cette chapelle. Parce que quand quelqu'un qui est membre au haut niveau comme il est, peut publiquement établir la culpabilité de sa propre chapelle politique à ce stade-là, avec autant de pertinence et d'exactitude, la conclusion aussi doit suivre, qu'il ne peut pas continuer à se mélanger avec les canards pourris qui sont incapables d'accompagner le football, de définir un championnat national, qui, je l'ai entendu dire à Nof tout à l'heure, que le ministre son voyage aurait coûté 12 millions pour aller, dit-il, organiser une défaite alors que les gens étaient en train de gagner sans le ministre et le comité de normalisation, etc., etc. Mais Nyanding, il faut à un moment donné que, à la suite de la pertinence et la force de vos analyses, vous ajoutiez une conclusion pertinente qui est que vous ne pouvez plus rester dans une famille politique où la presse est finalement en avance. Parce que quand vous dites que la presse, est-ce qu'elle crée la récupération? Non, elle ne craint pas. Elle sait que la récupération aura lieu. Elle sait qu'il y aura des tentatives de récupération. Je prends le propos de la presse comme une position d'avant-garde pour essayer d'empêcher qu'il n'y ait de récupération. Et vous pensez que c'est possible que la presse a raison? Empêché? La presse a raison, c'est une bataille. Est-ce que la presse va gagner? Est-ce que la presse va perdre? Nyanding explique que de tout temps, les récupérations des victoires sportives ont toujours eu lieu. Mais ce n'est pas tout à fait de la même manière. Parce que du temps de la guerre froide, les États en guerre froide utilisaient le sport comme une vitrine, mais dont mettaient les moyens. Cuba a mis énormément de moyens pour faire le sport de ce pays-là. Nous sommes d'accord. Avec des gens comme comment il s'appelle, Sotomayor, avec une grande école de sport. Sergei Boubka n'est pas le produit du hasard en Russie. C'était des produits d'une politique sportive. Et où il y avait des moyens. Et il y avait des moyens conséquents. Ici, nous avons des victoires sportives qui sont le fait des initiatives individuelles, je dirais du hasard, sans politique sportive, et il ne doit pas avoir de récupération quand il n'y a pas de politique sportive. Ceux qui récupèrent sont tout simplement des espèces d'incestueux. Oui, parce que je ne comprends pas. Et c'est pourquoi la presse a fait son travail. En dénonçant, je les exhorte d'ailleurs à continuer à être à l'avant-garde d'un combat pour refuser que vous n'avez rien fait pour le sport féminin. Il n'y a plus, parce que quand on était petit, il y avait les caïmans filles. Il y avait des équipes, il y avait un petit championnat. Les canons filles. Voilà, il y avait un petit championnat de femmes qui se mettaient en place, qui probablement a disparu, comme beaucoup d'autres choses. Si les grandes entreprises disparaissent sous 32 ans du père de Nyanding, ce n'est pas le sport féminin qui devrait rester. Donc c'est des conséquences logiques d'une malgouvernance. Et moi je dis, on ne peut pas simplement dire que le pays est mal gouverné. Il faut que des grosses personnalités intellectuelles et politiques, qui cumulent d'ailleurs les deux, comme les Nyanding, tirent les conséquences et rentrent dans une action de lutte pour enlever ce mauvais gouvernement
que de venir simplement nous dire qu'il y a un mauvais gouvernement. Rejoignez-nous, Nyanding, vous serez un peu persécutés, mais pas tout à fait comme dans vous. Je signale que ce n'est pas un plateau de persécuteurs, je vous en prie. Non, je pense juste en 30 secondes, il on va passer à un autre sujet. soyons un peu plus sérieux. Je pense qu'il ne faut pas se tromper. Un parti politique, c'est un appareil. Et l'action au sein des partis politiques, ce sont les hommes. Vous avez vu ce que vous venez de vivre avec, au sein de votre parti. Vous avez même mis en avant un problème très grave, celui du tribalisme, où on vous a traité de tribalistes. Et moi, je pense qu'un parti politique, ce n'est pas l'appareil. Ce sont les cadres qui y sont. Je pense que lorsque vous voyez quand même ce qui se passe ailleurs, à l'UMP, au PS, et même récemment, vous l'avez vu aux États-Unis avec les sénateurs républicains démocrates qui ont mis Barack Obama en minorité, vous vous rendez quand même compte qu'au sein des appareils politiques, ce sont les hommes qui habillent le parti, au-delà des partis politiques. Le journalisme, c'est le journaliste. L'équipe de football, c'est le footballeur. L'université, ce sont les professeurs. Une boîte de sardines, c'est ce qu'il y a dedans. Une commande d'un plat, c'est le menu. Moi, je pense que je suis un bon menu qui continue à travailler avec le président Paul Biya, qui a quand même tracé le cap pour dire qu'effectivement, si c'est vert, il faut dire que c'est vert. Si c'est jaune, il faut dire que c'est jaune. Je crois que ce n'est pas un problème du RDPC. Mais vous avez aussi raison, c'est un problème de quelques personnes du RDPC qui, parmi eux, certains sont en prison aujourd'hui. Les membres du bureau politique sont en prison. Les membres du comité central sont en prison, mais ce n'est pas le RDPC. Charlemagne Pascal moi je vous propose, commençons un peu de l'univers du football féminin. Nous avons tellement de choses à nous dire. Bien sûr. Ce dimanche, je vous propose à présent d'évoquer cet acte du président de l'Assemblée nationale qui a signé en ce début de semaine un arrêté présidentiel pour limoger son garde du corps. Alors, est-ce qu'on pourrait comprendre pourquoi la presse est autant intéressée à cette actualité, Kaminele? Il faut dire que la presse, le limogeage du garde du corps du président de l'Assemblée nationale a constitué un méga buzz dans la presse pendant toute cette semaine. Mais à mon humble avis, à l'analyse des faits, je pense que c'est une tonitruante tempête dans un verre d'eau. Une tempête dans un verre d'eau. C'est-à-dire que quand une personnalité décide de se séparer de son garde du corps, moi je ne vois pas pourquoi ça peut devenir une affaire d'État. Bon, il est vrai que la presse n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Elle avait déjà les filles qui étaient en train de faire des pieds et des mains du côté du Canada, mais en dehors de cela, l'actualité intérieure et l'actualité gouvernementale intérieure laisse plutôt à désirer. Donc c'est pour ça que moi je pense que la presse s'est appesantie sur ce problème qui en réalité n'est qu'un fait divers banal. Ça veut dire quoi? Quels sont les faits? Le président de l'Assemblée nationale décide de se débarrasser de son garde du corps pour des raisons personnelles. Mais il a tout de même cité quelques raisons. Il parle d'actes terroristes, d'incitation au braquage, tentative d'enlèvement. D'où vient-il qu'il demande au ministre de la Défense de l'arrêter? Il ne demande pas au procureur, il ne demande pas au commandant de brigade, au commandant de compagnie, au commandant de légion, au commandant de région, ou même à un procureur. Il demande au ministre de la Défense d'arrêter ce monsieur. Arrêtez-moi ce monsieur, c'est un bonhomme qui a posé des actes terroristes. Il a même voulu m'enlever. Attendez, je ne sais pas pourquoi lui, il va s'adresser au ministre de la Défense, dont le rôle n'est pas d'arrêter les gens. Ce garde du corps a été arrêté, interpellé, il est passé devant un tribunal militaire et on l'a expédié illico à la prison militaire de Yaoundé. Mais une enquête a-t-elle été ouverte pour savoir s'il a des acquaintances avec Boko Haram? Une enquête a-t-elle été ouverte pour établir qu'il y a des liens, donc qu'il y a des indices de terrorisme ou des possibilités de trouver un rapport avec les djihadistes de Boko Haram ou d'autres groupuscules terroristes? Non, on l'a arrêté parce que c'est le président de l'Assemblée nationale qui a demandé qu'on l'arrête. Nous, on ne veut pas savoir pourquoi est-ce qu'on l'arrête. Dans les journaux, vous avez vu, on a commencé à parler d'affaires d'argent. Il y a même un confrère qui a parlé d'une affaire de mœurs. Alors, ça va un peu dans tous les sens. Mais je persiste à dire que c'est une affaire banale qui n'a aucune importance. Si ce monsieur a posé des actes qui ont déplu à son oncle n'avait pas à l'accuser comme un terroriste, parce que aujourd'hui, avec les dernières lois sur le terrorisme, l'accusation de terrorisme est
la pire des dénonciations. Alors c'est pour ça qu'il a voulu le dénoncer au plus haut et au plus fort pour qu'on l'arrête. D'ailleurs, on l'a arrêté. Mais pour moi je pense que c'est une affaire banale qui ne mérite pas autant d'attention. Alors si la presse s'est autant intéressée à cette actualité, Oumar Doumbia, est-ce que ce n'est simplement pas parce qu'elle a été quelque peu scandalisée par l'acte pris par le président de l'Assemblée nationale? Oui, elle peut être scandalisée, on peut le comprendre qu'elle soit scandalisée, mais je pense que le scandale est ailleurs. À partir du moment où un président de l'Assemblée qui a eu une proximité d'une vingtaine d'années avec un collaborateur peut s'en débarrasser de manière un peu plus élégante, puisque apparemment il n'y a pas. Mais il a donné un certain nombre de chefs d'accusation qu'il faut bien entendu étudier vraiment de manière minutieuse. Et je pense que c'est une histoire également qui est un peu grave, mais qui ne déroge pas à la règle de toutes les personnalités qui ont des aides de camp, des chauffeurs, etc., qui sont également des porteurs potentiels de bombes, parce qu'ils vivent en proximité avec leur patron, dont ils savent les turpitudes, les petites manies, les bassesses. Mais sont-ils comptables de tout cela auprès de leur patron? Ils peuvent être comptables puisque, effectivement, ils peuvent donner un certain nombre d'informations. Souvenez-vous, il y a un ou deux ans, il y a la secrétaire de l'ancien ministre de l'Intérieur qui aujourd'hui est en prison, qui a été sauvagement assassinée à Yaoundé, dans son domicile, parce que les gens... Madame Sopo, compte tenu de la proximité qu'elle avait avec le ministre embastillé, eh bien, les gens, et à cette époque-là, le ministre n'arrêtait pas de sortir des lettres à la presse. À un moment donné, des gens ont pensé qu'effectivement, elle avait également des documents, elle était détentrice de documents, et elle a été, je vous le dis, sauvagement assassinée dans son domicile, parce qu'effectivement, elle avait été pendant une dizaine ou une quinzaine d'années proche de Marafa. Donc, ce sont des choses qu'il ne faut pas regarder simplement au premier degré. Il faut également en regarder les conséquences, parce que sous d'autres cieux, il y a eu des chauffeurs de présidents qui ont sorti des livres, qui ont éclaboussé après l'image des présidents. Donc, si aujourd'hui le président de l'Assemblée a décidé de porter son aide de camp en prison, il y a des raisons qui peuvent demain être des raisons sous-jacentes qui vont peut-être nous édifier sur le comportement même du président de l'Assemblée nationale. Et là, des choses seront un peu fortes. Et si la presse aujourd'hui a eu l'occasion de dénoncer cela, c'est également peut-être une sécurité pour ce capitaine-là, parce qu'il aurait pu être aussi exécuté ou tué, et sans qu'on puisse avoir à le juger. Alors, lorsque on lit cet arrêté du président de l'Assemblée nationale, avec les lignes, est-ce qu'il est possible de comprendre pourquoi le président de l'Assemblée nationale n'a pas souhaité s'étendre sur ses motivations réelles? On s'est juste arrêté à quelques expressions qui ont quand même suscité l'étonnement. Les actes terroristes, incitation au braquage, tentative d'enlèvement. Pourquoi le président de l'Assemblée nationale, de votre point de vue, n'a pas été assez explicite sur les véritables raisons qui l'auraient conduit à poser cet acte? Parce que le président de l'Assemblée nationale est un homme imbu. Il est imbu de son pouvoir. Camille l'explique. Quand il dit au ministre de la Défense, enfin, est-ce que le président de l'Assemblée nationale a des injonctions à faire aux membres du gouvernement? Ce n'est possible que dans un environnement d'état de non-droit, dans un environnement de confusion qui refuse la séparation des pouvoirs, le président de l'Assemblée nationale est un justiciable comme tout le monde. S'il estime que son collaborateur qu'il a recruté sans nous demander et qu'il veut limoger, il n'a pas plus le droit de nous dire pourquoi il le limoge. C'est un acte de souveraineté discrétionnaire. Il a recruté de façon discrétionnaire. Très certainement, cette querelle doit inspirer les gens sur la nature fondamentale de la confiance. Dans notre pays, les gens ont l'impression que la confiance se construit sur le tribalisme. Quand je suis une personnalité, je prends les collaborateurs de ma tribu, alors je suis sûr que le travail va être bien fait. Nous voyons des contre-exemples tous les jours. Il faut que les gens réfléchissent à ça. Vous
n'aurez pas un bon garde du corps parce qu'il est de votre tribu. Vous n'aurez pas un bon garde du corps parce qu'il est de votre religion. Vous aurez un bon garde du corps parce qu'il est convaincu du bien fondé de sa mission républicaine. Tant qu'on ne va pas rester dans ce cadre-là, on va être victime de ce type de situation. Et je dis, nous voyons là le délitement du régime. Comment le régime est en train de pourrir. Le président de l'Assemblée nationale, le jour où il a pris ce monsieur au travail, il n'a pas à metter la presse. S'il estime que ce monsieur ne fait plus le travail, il le révoque. Il a le pouvoir de le faire et prend quelqu'un d'autre. Mais c'est peut-être parce que le président de l'Assemblée nationale a jugé que les actes qui ont été posés étaient graves. S'il y a d'autres choses, il saisit la justice en bonne et due forme. Pourquoi ne saisit-il pas la justice avec tous les éléments de preuve? C'est pourquoi Camille disait, on n'a pas recouru à la brigade, on n'a pas recouru à la gendarmerie, aux enquêtes de police, on n'a pas saisi le procureur pour ouvrir une enquête en bonne et due forme. On va dire au ministre de la Défense, et le ministre de la Défense s'exécute. Et ça va faire arrêter quelqu'un alors que son rôle, ce n'est pas d'arrêter les gens. Faut-il rappeler dans ce pays que le rôle du ministère de la Défense, ce n'est pas d'arrêter les gens, c'est d'organiser la sécurité autour de nos frontières. Ce qu'il probablement il est en train de faire dans le Nord, j'espère qu'on en parlera. Mais je ne vois pas que ce que le ministre de la Défense est venu faire dans l'arrestation de ce monsieur. Le ministre de la Défense, le président de l'Assemblée nationale, sont chacun embarqués dans un mouvement où tout le monde outrepasse sa mission. Très bien. Ses responsabilités. Alors, je crois qu'il n'y a pas meilleur signe de la fin des temps. Et c'est les Camerounais qui doivent tirer des leçons. Et je les invite à se mobiliser pour qu'on n'arrive pas à des scandales majeurs. Oui, c'est de ça qu'il est question. Enlevons ces gens-là du pouvoir maintenant. Enlevons-les. Mobilisons-nous. Vous avez toutes les preuves que ça ne gouverne plus. Alors, Pascal Charlemagne Messanganya me dit la presse a essayé comme elle peut d'en savoir davantage sur ce qui s'est passé réellement. Oui. Elle note qu'effectivement, le président de l'Assemblée nationale a vu autour de lui des actes de trahison de son garde du corps. Est-ce qu'on ne pourrait donc pas comprendre cet acte finalement de Kavaye Gedjibril? A-t-il été débordé? Oui, bien avant, je suis étonné de l'attitude sans cœur de M. Limbi du SDF. Vous savez, M. Limbi a toujours des analyses dignes des personnes qui s'engagent au festival des crapules. Il a un cœur dur et il oublie qu'à un moment donné, il faut humaniser les relations interpersonnelles. Hein. J'ai encore le mauvais souvenir où j'étais en larmes avec quelques amis camerounais au-delà du RDPC. Il fustigeait Madame Foning, une mère, une sœur, une compagne politique qui a pourtant tout donné à cette ville de Douala et au Cameroun. C'est le même. C'est le même. Alors moi, ces attitudes de demander le départ ne m'étonnent pas parce que c'est des gens qui pensent que la politique, c'est la violence, c'est la guerre. Il faut écraser tout. Et ce souvenir, M. Limbi, vous suivra toute la vie. Parce que vous savez, en Afrique... Le souvenir de quoi? Lorsque vous avez fustigé Foning alors qu'elle était déjà décédée. Vous l'avez oublié? Mais fustiger Foning ne constitue pas un crime de lèse-majesté. Bien, voilà, vous voyez, c'est cet homme sans cœur qu'on retrouve. Sauf que... C'est ce type sans cœur. Alors, et surtout, ne m'écoutez pas votre combinat. Oui, vous pouvez le dire. Dieu merci, dans votre propre parti, on vous a pris pour un diable sans queue. Ah non, pas moins que vous non plus. Ah oui, mais en attendant, c'est la même analyse. C'est la même analyse qui... En attendant que vous cessez de fustiger... Oui, mais il n'est pas mort. Sur des questions de mœurs dont vous n'avez aucune preuve. Mort le premier. Sur des questions de mœurs dont vous n'avez aucune preuve. Abel Limbi, que vous êtes encore plus dur que moi. Je pense que monsieur Limbi, s'il y avait... Allez-y, Pascal Messanganya. Si pas gentil, je vous aurais porté plainte pour vous demander seulement la preuve si un seul jour, en dehors du combat politique, j'ai déjà parlé des problèmes de mœurs de Mokoko Bonjo. Ah, jamais. Là n'est pas la question, Pascal Messanganya. Abel Limbi Lobert. Que vous avez des choses à dire concernant ces mœurs.
Mais moi, je parle toujours du combat politique. Alors, Pascal Messanga Nyamzi, voilà, et si on rentrait sur le sujet? Alors, quand je reviens sur le sujet... Ouais, c'est beaucoup mieux comme ça. Contrairement à ce que dit cet homme sans cœur, ce diable sans queue, je pense que, et je partage surtout le point de vue de Omar, parce que il faut prendre très au sérieux ce qui est en train de se passer. Monsieur Kavaye Djibril n'est pas n'importe qui. C'est le président de l'Assemblée nationale du Cameroun, de la Chambre des députés. À cet effet, ce qui arrive là, dans un contexte de doute, où effectivement on a vu comment ce pays est divisé depuis les attaques du Nord entre ceux qui pensent que les Boko Haram sont parmi nous, et puis à quelque part on a connu un début d'insurrection contre le gouvernement de la République, et de l'autre côté ceux qui pensaient effectivement qu'il ne s'agissait pas d'une insurrection, mais au contraire d'un mouvement terroriste appelé Boko Haram qui veut bien entendu déstabiliser le Cameroun. Alors lorsque le président de l'Assemblée nationale, contrairement à ce que dit ceux qui donnent toujours l'impression que les Camerounais sont divisés, ou on doit toujours faire la guerre pour régler les problèmes. Non, monsieur Elimbi, à un moment donné, ce problème doit tous nous mobiliser, sans étiquette politique. Et je pense que monsieur Kavaye, qui est le président de l'Assemblée, vient vous dire, j'ai été victime d'un attentat, j'ai été victime d'un enlèvement, quel que soit le cas. Et si, écoutez, qui peut donner des leçons à la justice? Qui peut donner des leçons aux forces de défense et de sécurité? Même si on se trouvait aux États-Unis, c'est pas où, en France, en Angleterre. Imaginez un temps soit peu, on vient de vous dire qu'on a failli enlever ne serait-ce qu'un député ou un membre un sénateur. Ça doit nous mobiliser parce que c'est très grave ce qui se passe là. L'une chose et l'autre, je vais chuter là-dessus. Je pense que nous avons davantage la preuve que, effectivement, on n'est plus en sécurité. Et M. Kavaye vient de nous apporter davantage la preuve que, soit quelqu'un en veut à Kavaye Djibril, et puis il y a ce complot qui se dessine autour de lui, parce que rappelez-vous, un an, je me rappelle en juin 2014, c'est M. Kavaye qui disait qu'il y a des Boko Haram parmi nous. Il y a bientôt 10 jours, lors de l'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale, c'est M. Kavaye, le président, qui venait également nous dire que cette affaire de terrorisme est également à une implication endogène. Alors, est-ce à dire qu'il commence à dénoncer? Je pense que soit c'est une histoire, et ça aussi, il faut avoir le courage de le dire, de l'arroseur arrosé, et puis bien voilà, il est soupçonné, et puis il y a une bataille en internaalité qui a commencé par les ressortissants d'une même région. N'oubliez pas que dans ce pays, à un moment donné, l'épouse d'un vice-premier ministre, le très respectable Amadou Ali, a été enlevée. Bon, et maintenant, ça sort d'une région où on opposait des forces antagonistes, c'est-à-dire des élites, étaient opposées entre elles, comme ça existe partout, dans le Noun, dans la Mifi, dans l'Onkam. Donc, est-ce que cette bataille des élites s'est transformée en bataille familiale? Parce qu'après tout, il faut le dire, il s'agit du neveu. Alors, de quoi s'agit-il? Mais nous, en tant que tel, notre regard est essentiellement tourné vers ce qu'on appelle traditionnellement en sciences politiques, la figure d'autorité, qu'est Kavaye Djibril, notre président de l'Assemblée. Je pense que cette phase des faits nous permet davantage de nous mobiliser, surtout, et je vais vraiment jeter là-dessus, pour que, effectivement, chaque Camerounais sache que nous ne sommes vraiment plus en sécurité, y compris dans nos maisons. Oumar Doumbel. Oui, je voudrais dire, à la suite de mon prédécesseur, que si les propos de Kavaye Djibril, président de l'Assemblée nationale, ont été entendus par tous, c'est très grave. Et c'est irresponsable même du président de l'Assemblée nationale de tenir des pareils propos. Si vous savez que vous avez un ennemi intérieur dans ce pays, la première chose à faire, c'est de donner cette information aux forces de renseignement qui doivent mener les enquêtes de manière discrète pour permettre de saisir la totalité des personnes qui peuvent être complices.
Mais dès lors que vous venez à l'Assemblée nationale faire une déclaration tonitruante de telle envergure, ça veut dire que vous-même vous êtes complice de cela et vous voulez peut-être permettre aux gens qui sont à l'intérieur du triangle national de pouvoir s'échapper. Lorsque vous êtes responsable à ce niveau de la République, c'est-à-dire le troisième personnage de la République, et que vous avez des informations aussi importantes que ça, de dire qu'il y a un ennemi à l'intérieur du pays, mais écoutez, il y a des renseignements généraux, il y a la direction générale de la recherche extérieure, etc., qui sont à même de pouvoir mener toutes les enquêtes et de saisir toutes les personnes qui sont impliquées là-dedans. Alors moi je pense que ce que fait le président de l'Assemblée, il avait peut-être un problème à régler avec son neveu ou son cousin ou je ne sais pas trop qui, et qui veut absolument le mettre en difficulté. Omar, par contre, vraiment en une seconde, je vais vous oui, je reprendrai. Oui. Moi, je pense que, en matière, modestement, pardonnez-moi, j'enseigne à l'école de guerre. Et force, je voudrais quand même vous dire qu'en matière de stratégie, de prévention, en matière de sécurité, il faut faire attention. Vous savez, le rang de Kavaye Guédibril, bien évidemment, lui permet d'informer qui de droit. C'est-à-dire que vraiment, si nous allons comme ça dénoncer, dire que c'est X ou Y, on n'est plus en sécurité. Le modeste cours d'ailleurs que je dispense, c'est sécurité, mondialisation et sécurité internationale. Bon, à cet effet, lorsqu'il dit qu'il y a des Boko Haram parmi nous, ou alors des forces endogènes sont impliquées, mais ça veut dire quoi? Prévention. Le gars qui est à Nouvelle, qui est au Camp Yabassi, qui est à Étoudi, c'est très responsable pour moi, parce qu'il est en train de vous dire, comme on le voit en Israël. En Israël, vous savez, cher monsieur Omar, je vais vous dire quelque chose. En Israël... Très rapidement. Mais vraiment, c'est très important, vraiment en une seconde pour vos téléspectateurs. En Israël, lorsque vous trouvez une mallette posée ou abandonnée sur un comptoir, qu'est-ce que vous faites? Vous appelez la police, les forces de défense et de sécurité. Au Cameroun, allez à Maïma, lorsque vous trouvez une mallette déposée, vous voulez vous accaparer de cela. Donc ce que M. Kavaye veut dire, il veut dire que désormais soyez vigilants, parce que je vous assure, Omar, on reviendra sur l'affaire de Djamena. Alors, Kamine Lessouba veut dire qu'on peut très facilement... Je pense qu'il veut sensibiliser les Camerounais et dire attention, attention, le terrorisme est à nos portes. Alors ici, allez-y, Kamine je suis surpris par le raisonnement du professeur. C'est l'analyse, je ne raisonne pas, j'analyse. Bon, l'analyse du grand enseignant de l'école de guerre qui tente de manière acrobatique de nous faire comprendre que oui, Kavaye Guédibril est dans son droit, il fait de la prévention. Mais je persiste à dire que cette affaire, c'est une tempête dans un verre d'eau. Ce monsieur, comme l'a dit, ou comme l'a soutenu d'ailleurs Omar, c'est que, imagine que, ou a des informations selon lesquelles son garde du corps serait impliqué, il n'a pas écrit au ministre de la Défense, il demande une ouverture d'une enquête discrète. Et maintenant, quand il estime que... Non, restez dans les faits. Je continue, je vous ai interrompu. Permettez-moi, non, pourquoi le fasse pas? Mais vous êtes en train de le professeur dit... Omar a parlé de la déclaration. Très bien. C'est deux choses. Dit qu'il y a des Boko Haram parmi nous. Il est en train de vouloir cultiver une sorte de catastrophisme permanent. C'est-à-dire que les gens doivent avoir peur parce qu'il y a des Boko Haram. Mais s'il dit qu'il y a des Boko Haram parmi nous, il n'a rien dit de précis. S'il a des informations, s'il a des indices qui démontrent... Mais faites attention, comment est-ce qu'il peut le dire? Il le dit parce qu'il le pense ou bien parce qu'il imagine? Ou parce qu'il le ressent. Mais s'il y a des informations, ce n'est pas l'Assemblée nationale qui le donne, il le donne au service de sécurité. Moi, je ne sais pas, sincèrement, ça manque un peu de cohérence. Maintenant, je continue. Je continue. Monsieur Kavaye Guédibril, quand il a dit d'abord qu'il y a des Boko Haram parmi nous, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Est-ce qu'après l'avoir dit, est-ce qu'on a ouvert une enquête pour établir qu'il y a effectivement des gens de Boko Haram? Mais par contre, ce que l'on sait,
et ça a été établi jusqu'au niveau de l'enlèvement de la femme de l'épouse de M. Amadou Ali, c'est qu'il y a des gens qui sont en contact avec Boko Haram, puisqu'ils avaient la possibilité, ils l'ont fait, ils ont négocié à plusieurs reprises avec des gens de Boko Haram. La preuve, c'est que toutes les rançons qui ont été payées par des gens qui ont négocié avec eux, qui sont venus à la présidence de la République, qui ont pris des gens qui sont allés. Ces gens-là connaissent Boko Haram. Il fallait ouvrir une enquête à l'encontre de ces gens. On ne l'a pas fait. Donc moi, je pense qu'on ne nous sort pas toujours la même ribambelle selon laquelle, non, vraiment, il y a des dangers, mettons-nous tous derrière le président Paul Biya pour lutter contre le terrorisme. Alors, pour sortir de ce sujet à Abel Elimi Lobey, demain, donc, finalement, l'argument de terrorisme, est-ce qu'il doit aussi facilement être utilisé? Mais écoutez, lorsque cette loi est arrivée à l'Assemblée nationale, le SDF a fait son travail. Le SDF a attiré l'attention d'abord des députés à l'Assemblée où ça se discutait et du pays tout entier sur le caractère, comment on appelle ça, porteur de risque, permissif ou pernicieux de ce texte qui ressemblait comme deux gouttes d'eau aux lois de 62 aux ordonnances de 62 sur la, comment on appelle ça, la subversion, qui autorisait toutes sortes de dérives sur le seul fait d'une dénonciation dont on n'avait pas besoin de vérifier l'exactitude des faits pour qu'on vous prenne et qu'on vous arrête. Et je suis très content et très à l'aise avec ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Contrairement à ce que M. Nyandine dit, il me voit comme un diable, mais je suis peut-être votre diable. Ça, je m'en réjouis d'ailleurs. Parce que je suis en train de dire aux Camerounais, vous voyez donc comment ça commence. Quelqu'un prend son cousin ou son neveu, il le qualifie de terroriste sur le simple fait d'un discours sur un podium. Puis on appelle le ministre de la Défense. Bon, demain, on va considérer Camille pour avoir dit ceci, pour être un incitateur au terrorisme, et on va venir l'arrêter. Nous venons de voter à l'Assemblée nationale une loi extrêmement dangereuse, dont le champ d'application n'est défini que par ceux qui veulent en faire ce qu'ils veulent en faire. C'est de ça qu'il est question. Et il ne suffit pas d'enseigner dans des écoles de guerre. Vous n'avez ni la capacité, ni le pouvoir d'analyser ça. Ne parlez pas de ça. Vous ne pouvez Parce pas... que vous allez dire, vous avez l'habitude de dire n'importe quoi. Vous savez, vous êtes en train de parler au diable. Vous êtes en train de parler au diable sans que... Vous voyez que là encore, mais vous ne dites pas ce que vous avez à dire à l'analyse. Vous pouvez passez souffrir, plus de temps à afficher les discours des autres. Vous pouvez souffrir que je m'exprime. On dit qu'il y a des forces endogènes. On dit, qu'est-ce que vous avez à dire? Mais je ne peux pas dire ça, vous occupez toute la parole. Alors, mais je vous laisse parler. Dites voilà, taisez-vous donc maintenant, avec la décence. Moi, parce que vous êtes un père d'enfant. Ah, Pascal Messanga Yamzing. Vous dire taisez-vous sur un plateau de télévision. Charlemagne Pascal, Abel Elimi Lobey. Je peux maintenant m'exprimer avec votre... Allez-y tout de suite. Voilà. Comprenez donc que... Pascal Messanga Yamzing, s'il vous plaît, arrêtez. La première des politesses, c'est de vous conduire convenablement et quand on vous écoute... Alors, Pascal Messanga Yamzing, permettez-le au moins d'avancer. Merci. Voilà. Alors, ce que je veux dire, c'est que, vous savez, Nkokombo a souffert de ces ce n'est pas le sujet, Abel Elimi Lobey. Revenez donc à la question principale. Parce que ça ne me ramènera pas ça ne tuera pas mes convictions. Je ne savais pas que vous êtes son ennemi. Bon, alors... Allez-y, Abel Elimi Lobey. Je vois bien comment vous êtes copain avec Nietzsche. Ça se voit. Vous voulez bien. Moi, je parle pas. C'est vous qui parlez. Abel Elimi Lobey, Pascal Messanga Yamzing. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Que vous avez initié alors, voilà, moi je ne vous suivrai pas. Abel Elimi Lobey, Pascal Messanga Yamzing, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut y aller? Le tribalisme est une forme de... Bon, est-ce qu'on peut se calmer? Est-ce qu'on peut avancer? Merci. Allez-y, dans le sujet, Abel Elimi Lobey. Moi, j'étais en train de dire que il y a dans ce pays des gens qui, pour faire leur carrière, pensent que les plateaux de télévision sont leur fonds de commerce pour essayer d'exprimer leur soutien au président qu'ils critiquent par devers tous les... Allons-y très rapidement, Abel Elimi Lobey. Je ne comprends pas la logique qui peut habiter un esprit, soi-disant savant, qui nous explique que le président de l'Assemblée nationale, sa meilleure tribune pour informer le gouvernement,
c'est les plateaux de télévision et de presse, ou encore les discours à l'Assemblée nationale. Cavaille ne l'a pas fait sur un plateau. Vous pouvez nous laisser parler. Pascal Messanga Nyamdi, permettez avec les... Attention, Charlemagne Pascal Messanga Nyamdi, s'il vous plaît, Abel Elimbi Pascal Messanga Nyamdi, s'il vous plaît, on va un peu d'autres sur ce plateau. Parce que je vais vous dire que nous, les Sawans, n'avons pas... Pascal Messanga Nyamdi, il ne s'agit nullement... Est-ce qu'on peut dire un mot? Est-ce que je peux dire un mot, s'il vous plaît? C'est précisément ça le fait. Pascal Messanga Nyamdi, Abel Elimbi Lobé. Alors, ce qu'on va faire, ce que je vous retire calmement la parole. Les égards de monsieur... Mais vous permettez... Abel Elimbi Lobé, Pascal Messanga Nyamdi, je vous souhaite, très cher monsieur, de rester courtois. Il n'y a pas de discours de tribalisme à remettre sur la table ici. Abel Elimbi Lobé, vous réagissez, je vous donne 30 secondes sur le sujet du président de l'Assemblée nationale et nous passons à autre chose. Je dis qu'il y a des exégètes de mauvaises lois qui essayent de nous expliquer que le soleil ne brille pas alors que tout le monde voit que nous avons affaire à une décomposition, un délitement du gouvernement et de l'appareil de l'État d'une manière générale. Quand vous avez des affaires de cuisine interne entre un président de l'Assemblée nationale et son cousin qui reviennent à la presse et pour lesquels les autorités de l'État sont mises à contribution. Parce que quand on appelle le ministre de la Défense à venir régler une question qui relève de la cuisine interne entre le président de l'Assemblée nationale et son cousin, et qu'un professeur qui enseigne à l'État à l'école de guerre vient nous expliquer qu'il s'agit de la prévention, je ne sais prévention de quoi? Il est en train de prévenir quoi? Nous constatons tout simplement que le gouvernement et la haute administration publique, le haut appareil de l'État est sans direction. Parce que dans un État normal, M. Cavaille aurait été rappelé à l'ordre. Ce n'est pas son rôle de faire arrêter les gens. Ce n'est pas son rôle de faire arrêter son neveu. C'est son rôle d'instruire les autres composantes qui dirigent la nation des informations qu'il est supposé avoir. Et nous constatons que depuis que M. Cavaille dit qu'il y a Boko Haram dans la nation, etc., il n'a donné aucune information à personne. Très bien. Il utilise ça comme une espèce de publicité pour sa personne. Voilà. Parce que, qu'est-ce que quand M. Cavaille a commencé, je suis d'ailleurs surpris que le professeur nous enseigne qu'à une certaine phase de l'affaire Boko Haram, on a estimé que c'était une querelle entre des élites du Nord ou un complot contre l'État. Mais la caractéristique des régimes totalitaires en délitement, c'est de voir des complots partout. Monsieur Cavaille se sépare de son aide de camp, c'est parce que cet aide de camp est impliqué dans un complot. Très bien. Alors, je vous propose, puisqu'on parle de Boko Haram, d'y rester en évoquant très rapidement les attentats de N'Djamena cette semaine. Et la presse a semblé exprimer une certaine peur avec ces actes du côté de N'Djamena au Tchad. C'est une peur compréhensible, Kamilele? Je peux dire que en réalité, le Cameroun, tel que je le dis dans certains journaux, il y a certains journaux qui sont en train de dire que Yaoundé pourrait être la prochaine cible. Le Cameroun est toujours en retard. Ce qui vient de se passer à N'Djamena est très grave, mais était prévisible. Je peux vous dire que je sors de N'Djamena, il y a 3 semaines j'étais à N'Djamena. J'ai discuté avec un ami qui était ministre de la Défense et je lui ai posé une question simple. Le Tchad est la première puissance spécialisée dans la lutte contre le djihadisme en Afrique. On a vu le Tchad au Mali, on a vu le Tchad même en RCA, on a vu le Tchad au Nigeria, on a vu le Tchad on voit le Tchad au Cameroun. Et les militaires tchadiens sont reconnus pour leur expertise. Mais seulement, puisque les militaires tchadiens sont sur tous les fronts, imaginez que des gars de Boko Haram arrivent à l'intérieur de N'Djamena et posent des bombes. Dans 1, 2 ou 3 parties de la ville. Qu'est-ce que l'armée va faire? L'armée va être complètement désorientée, puisque les spécialistes, eux, sont ailleurs. À l'intérieur, il n'y a que l'armée conventionnelle ordinaire. Et moi, je pense que je lui ai dit, et ça je peux vous le dire, je lui ai dit que faites attention. Quelques semaines plus tard, il est arrivé ce qui arrive. Il m'a appelé au milieu de la nuit, il m'a dit, Kokami, tu es un sorcier. Je lui ai dit, non, je ne suis pas un sorcier. Je pense tout simplement que gouverner, c'est prévoir. Et quand on fait de la guerre, il faut prévoir, il faut prévenir.
Les terroristes de Boko Haram, ce sont des lâches. C'est des gens qui n'ont pas peur de mourir. La mort des autres ne leur fait pas peur, et encore moins la leur. Eux, ils viennent mourir, ils viennent tuer en mourant, parce qu'ils sont convaincus dans leur esprit, complètement emballés dans une sorte de je ne sais pas comment on peut appeler ça, de haine contre eux-mêmes, entre eux-mêmes et contre la société, que dès qu'ils tuent les gens, ils s'en vont directement au ciel où les attendent 99 vierges. Or, ce qui est arrivé à N'Djamena est extrêmement grave dans la mesure où le premier complot, le premier attentat au niveau du commissariat central, le commissariat central est placé à 300 mètres de la présidence de la République, sur la même rue. Je dis sur la même rue. C'est-à-dire que comme ici, Equinox, disons, à même pas... La salle de fête. Même, oui, à la salle de fête. Mais c'est sur la même ligne, du même côté, il y a la même barrière, à 300 mètres de la présidence de la République. Et là où se trouve le bureau, l'office du directeur de la police nationale. Et à l'intérieur du commissariat central, il y a le commissariat central, il y a aussi les mini-migrations. Et le deuxième attentat s'est produit une quinzaine de kilomètres plus loin, du côté du quartier Ndjari, là où se trouve le palais du 15. Les deux événements, c'est du terrorisme pur, ont été faits presque simultanément. Mais là, qu'est-ce qu'on peut lire? Qu'est-ce qu'on doit dire? On doit voir que ce sont des gens qui sont organisés, qui ont méticuleusement préparé leur affaire, qui ont préparé des bombes artisanales. Les uns les portaient sur eux-mêmes, les autres les avaient mises dans une voiture piégée qui est entrée à l'intérieur de l'école de police avec des vitres fumées. Très bien. La voiture est entrée. Ce que je voulais dire, c'est que il est important de tirer les leçons. Mais pour tirer les leçons, il faut se dire que ce qui se passe chez les autres peut arriver chez nous. Ce qui se passe au Nigeria depuis plus de 10 ans, où des marchés sont plastiqués, des mosquées sont plastiquées, des écoles sont plastiquées, des gares routières, on devrait se dire que qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? Parce que ça peut arriver à tout moment et à n'importe quand. Le problème, ce n'est pas d'avoir des savants qui sont là pour dire que non, on va faire ceci. C'est d'abord d'intensifier le renseignement. C'est de pénétrer tous les milieux pour qu'on puisse prévenir parfois ce genre de choses. Mais ce qui est arrivé à N'Djamena, ça peut arriver n'importe où. La preuve, vous avez vu ce qui est arrivé à Paris. Donc, le terrorisme, ce qui arrive à N'Djamena aujourd'hui, ce n'est pas un changement de tactique, mais uniquement une délocalisation de la stratégie de terreur de Boko Haram, qui peut être déportée partout. Mais pas des cellules qui ne sont même pas composées de plusieurs personnes. Ouais. 3, 4, 5 personnes suffisent. Et donc le Cameroun devrait se méfier, Oumandoumé? Le Cameroun ferait bien de se méfier. Et ce n'est pas aujourd'hui que le Cameroun devrait se méfier. C'est une histoire qui remonte à loin déjà. Quand on a commencé les coupeurs de route, souvenez-vous, la presse en parlait. Mais on ne prenait pas ça au sérieux. Et aujourd'hui, il y a une évolution. On est passé des coupeurs de route à Boko Haram. Et même si Boko Haram avait des ramifications à l'intérieur de ce pays, est-ce qu'il y aurait un changement quelconque? Il n'y aurait aucun changement. Pourquoi on peut s'étonner qu'il y ait Boko Haram à l'intérieur du Cameroun? Il n'y a pas de raison. Je pense que cette histoire de Boko Haram qui est en train d'évoluer, évolue parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de dysfonctionnements dans notre société. C'est ce qui amène qu'effectivement, des gens qui sont en perte d'espérance, qui sont complètement désespérés, qui sont en perte de repères, puissent justement se lancer dans des opérations comme ça. C'est comme les Africains qui vont traverser en Méditerranée. Ils savent qu'ils ont une chance sur 2 de traverser et l'autre chance, c'est de mourir en mer. Mais ils le font quand même. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus aucune condition qui permette aux gens de vivre paisiblement dans leur pays et d'avoir des perspectives d'avenir. Alors ces gens sont complètement arrêtés et peuvent justement aller à tuer les gens et à mourir eux-mêmes. Et c'est maintenant donc qu'on voit que le terrorisme est arrivé aux portes de N'Djamena. Les Tchadiens sont habitués depuis 1960 à faire la guerre. Ce sont des guerriers. Ils vont partout faire la guerre. Ils n'ont pas peur. Et aujourd'hui, ils sont en train de payer les conséquences de leur va-t-en-guerre. Parce que dans leur pays du nord au sud, ils se sont attaqués, ils se sont mutuellement tués entre frères et cousins, etc. etc. Aujourd'hui, ils ont apporté une main pour apporter le soutien à l'armée camerounaise. Ils ont été au Nigeria, ils ont été au Niger, à l'intérieur de leurs frontières. Maintenant, Boko Haram, qui est une nébuleuse, essaye de rentrer pour faire peur également à ce peuple tchadien qui est un peuple de guerriers. Nous, maintenant, au Cameroun, il faut qu'on sache que ça peut arriver n'importe quand au Cameroun. Ici, dans le sud, ça peut être au nord, ça peut être n'importe où. Non, entre donner raison à Kavaï, je dis non,
Parce que Cavaille est parti faire une déclaration alors qu'il n'avait pas de preuves et qu'il y avait d'autres méthodes. Il avait d'autres méthodes d'expression. Il n'y a rien eu. Il y avait d'autres méthodes d'expression. Mais je pense... On ne reviendra pas, Pascal Messanga. Pour terminer ma pensée, je voudrais dire que les forces de sécurité du Cameroun ont pris à la légère cette histoire de Boko Haram depuis très longtemps. Oui. On pris ça à la légère. C'est vrai. Et ce n'est qu'à la dernière minute, lorsque le président est revenu de Paris, que nous sommes réveillés comme si, depuis 5 ou 6 ans, on n'en parlait pas. Les journaux en ont parlé. Vous regardez les unes de la presse à l'époque, on en parlait. Mais personne ne voulait prendre ça au sérieux. Très bien. Et pour terminer, je veux dire que nous devons aujourd'hui être éveillés à la lumière de ce qui s'est passé à N'Djamena pour comprendre que demain ou après-demain, ça peut arriver à nos portes. Donc les premières mesures doivent être prises, selon vous, Abel Elimbi Lobel? Oui, elles doivent être prises. D'ailleurs, ce que je dis, c'est que, comme dit Omar, pendant très longtemps, on n'a pas suivi ce phénomène qui ne tuait pas encore, mais qui s'installait, qui essaimait. Les cellules qu'on active aujourd'hui en N'Djamena, qu'on peut avoir activé au Niger, dans le sud du Nigeria lui-même, n'ont pas été constituées tout de suite. C'est des cellules, parce que ce mouvement commence d'abord par installer, infiltrer les milieux sociaux, se constituer en organisations, associations, etc., etc. Parfois avec des visages caritatifs, des choses comme ça. Mais c'est là-dedans que se recrutent les opérationnels qui vont poser demain ou après-demain des bombes. Bon, moi j'observe un autre phénomène dans nos villes, ici à Douala. Je vois des gens maintenant. Moi, j'ai grandi ici. Je suis né à Yaoundé, mais je suis ici depuis 62. Je ne voyais pas des gens ici avec des boukas. Je commence à voir partout. Depuis quelques années. Là, à partir de Bata Congo, dans tous ces environnements-là, une population de personnes qui marchent là en se cachant le visage. Et vous ne savez même pas si c'est des femmes ou c'est des hommes. Tout à fait. Bon, ce n'est pas dans nos cultures. Ce n'est pas dans notre culture de la vie publique. Il faut qu'on s'intéresse à ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelles sont les organisations religieuses qui amènent ce type de comportement ici? Parce que, comme disait Omar, effectivement, N'Djamena nous parle. Ce qui vient de se passer au Tchad et qui est une espèce de message. Coup de semence. Parce que Boko Haram a voulu dire à N'Djamena que vous quittez votre pays pour venir vous immixer dans des affaires qui ne vous concernent pas, qui se déroulent au Nigeria, au Cameroun, au Niger. Bon, comme c'est comme ça, nous allons vous montrer que nous pouvons vous frapper là où vous ne vous attendez même pas. Donc ces gens peuvent frapper, et c'est la coutume d'ailleurs dans le monde du terrorisme. Ils peuvent frapper n'importe où. Ben Laden n'était pas à l'intérieur des États-Unis quand il a frappé le 11 septembre. Donc, nous savons déjà que ces organes, moi je crois que nos professionnels de la sécurité, je leur fais confiance. Je leur fais confiance. Je regrette les récupérations politiciennes que quelques illuminés du RDPC essaient d'organiser en mélangeant un peu toutes les pédales. L'incompétence, parce que quand il s'agit du football, on est tous d'accord qu'il y a incompétence totale, mais quand il s'agit de n'avoir pas prévenu la guerre, il y a compétence, et on ne comprend plus très bien où se situent les responsabilités des uns et des autres. Moi, je termine en disant que je pense que nos responsables, nos professionnels, nos grands militaires, nos grands soldats, nos grands gendarmes, nos spécialistes du renseignement sont au travail. Ils doivent se mettre plus que jamais au travail, et j'exhorte tout simplement tous les élus locaux, la population, à collaborer avec la multiplication du renseignement. Je n'ai pas besoin de votre accord pour vous dire que cette exhortation n'a rien à voir avec le fantasme que nous voyons du côté de l'Assemblée nationale. Alors, Charlemagne Pascal Messanga Nyamzing, voilà, le président Idriss Déby Itno a d'ailleurs réaffirmé qu'il s'agit des actes commis par la secte islamiste Boko Haram, mais que ce sont des actes qui ne vont pas rester impunis. Et donc, est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que le Tchad paye véritablement le prix de son engagement dans cette guerre? Oui et non.
Oui et non. Oui, d'abord parce que effectivement le Tchad a été très offensif et puis il y a eu la solidarité dans le cadre de la CEAC. N'oubliez pas qu'au moment où le Tchad arrive au Cameroun, c'est le président Déby qui est président en exercice de la CEAC et nous partageons beaucoup de communautés sous-régionales ensemble, au-delà de la CEMAC et de la CEAC. Les forces en question, multinationales, sont aussi ainsi instituées dans le cadre de la CBLT, c'est-à-dire la commission du bassin du lac Tchad. Techniquement, c'est aussi bien à expliquer. Donc c'est vrai qu'il y a cela. Maintenant, bon, non. Aussi parce qu'il faut dire que le Tchad défendait aussi ses intérêts. Je voudrais attirer votre attention que la zone tampon frontalière entre le Nigeria et le Tchad, et où était plus avancé Boko Haram, était beaucoup plus proche de N'Djamena que du Cameroun. Donc là aussi, il faut avouer que le Tchad a fait ce que les Américains, à un moment donné, ont fait aux États-Unis, lorsqu'ils ont parlé de la première guerre préventive, qui a d'ailleurs finalement, à la deuxième guerre préventive, fait partie M. Saddam Hussein. Donc il s'agit là d'une stratégie préventive et anticipative. Alors maintenant, sur l'attentat, bon, à l'analyse, moi je voudrais, j'ai en mémoire ce proverbe de mon village, chez nous à Yabassi, les Bonabékais. Nous disons que le cocotier continue à produire la noix de coco, même si certains pensent qu'il est un manguier. Vous voyez, ça veut dire que c'est pas parce qu'on dit que les Boko Haram sont parmi nous, ne sont pas parmi nous, que celui qui ne se sent pas impliqué va être offusqué. Les Français disent que qui se sent morveux, se mouche. Vous comprenez? Donc moi je crois que ça ne peut pas gêner. Il s'agit là au contraire, au regard de ce qui se passe au Tchad, lorsque je parlais, et heureusement vous voyez de nombreuses contradictions de cet extrémiste du SDF, vous avez aussi compris que dans sa posture, il revient encore à tout ce qui peut diviser les Camerounais. Vous voyez, il dit la Boutka, il y a des musulmans. Ce pays a quand même des musulmans, des chrétiens. Je crois que maintenant, il est passé d'hier en fustigeant les Bamileke. Maintenant, il dit, dans sa ville de Douala, où j'ai grandi depuis 62, je vois maintenant de plus en plus de gens avec la Boutka. Professeur, la Boutka est interdite au Tchad. Non, oui, à partir de c'est le Tchad. La semaine dernière, le Cameroun. Idriss Déby a dit qu'il n'y a plus de Boutka. Monsieur Nélé, je vais vous dire quelque chose. En matière de politique d'immigration, vous comprenez, vous Camerounais, allez un peu au Tchad, vous allez être contrôlé peut-être 1000 fois à chaque 1000 mètres. Le Cameroun n'a pas cette politique. Non, le Cameroun héberge 5 millions. Je sors du Tchad, professeur. Mais vous savez que le Cameroun n'a pas une politique extrémiste ou encore une politique un peu plus portée sur les dissidents. Vous chutez. Alors, vous chutez, Sandrine. Vous n'allez pas me perturber en tout cas. Alors, sur ce point, je voudrais vous dire qu'au regard de ce qui s'est passé à Nairobi, parce que nous parlons du Tchad, c'est bien et c'est vrai, hein, c'est à 2 pas du Cameroun, mais n'oubliez pas qu'il y a eu les attentats de Nairobi, il y a eu les attentats de N'Djamena aujourd'hui, on a aussi vu comment le Nigeria a été bouleversé, où pendant plusieurs mois, hein, le nord du Nigeria était sous l'emprise de la secte terroriste Boko Haram. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit continuer à soutenir cette politique de prévention. Féliciter quand même ce gouvernement. Hein, au-delà des soupçons qui pensent qu'on ne peut plus dire que c'est bien parce qu'on a une étiquette. Regardez le travail que le ministre de la Défense, hein, sous l'impulsion du président Paul Biya, pour conclure, oui. Moi je pense effectivement que au regard de ce qui s'est passé au Tchad, pour moi, je suis chef de village, le discours de Kava Yégué, je suis allé à Yabassi, dans mon village, j'ai dit aux gens, vous avez entendu le discours du président de l'Assemblée. Le président de l'Assemblée dit que les Boko Haram sont parmi nous. Si vous voyez un homme suspect dans un quartier ou dans un village, remonter l'information aux gens. Moi, je crois que ceux qui sont gênés, j'ai peur de vous soupçonner. Hein. Moi, je vous dis. Parce que vous êtes tellement gênés. Parce qu'on me semble un peu s'il vous plaît. Nous sommes. Attention, surveillons. Très bien. Alors, oui, on vous a entendu. On vous a entendu. Abel s'il vous plaît. Alors, oui. Madame,
ce qui est arrivé au Tchad. Nous parlons au Cameroun. Très bien. Alors, soient vigilants dans les marchés, dans les supermarchés, dans les villages, partout, parce que ni ne sait ni le jour, ni l'heure. Très bien. À l'image de la Bible où ces gens peuvent frapper. Très bien. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, mais je propose de revenir un instant, soit sur ce que l'on a vécu hier dans la ville de Douala, ces images des personnes et même des maisons d'habitation, des véhicules sous les eaux dans la capitale économique du Cameroun. D'ailleurs, vous verrez d'ailleurs ces images qui parlent d'elles-mêmes, des inondations, de graves inondations, principalement dans l'arrondissement de Douala 5e, vous l'avez indiqué tantôt Abel Limbi Lobé, mais vous avez aussi semblé vouloir accuser, vous avez d'ailleurs ces images à l'instant de ces inondations dans la ville de Douala, bien difficile, une catastrophe naturelle on dirait, et vous Abel Limbi Lobé, à l'entente de cette émission, vous mettiez cela sur l'incivisme, mettre à l'actif de l'incivisme des populations, mais est-ce qu'on ne pourrait pas regretter également l'absence de politique d'urbanisation? Non, vous avez raison. Vous avez raison. L'urbanisme au Cameroun est une loi. Il y a la loi sur l'urbanisme qui existe. Bien. Qui définit la politique, la philosophie de l'urbanisation de nos villes. Et là-dedans, quand vous lisez cette loi, je dirais qu'elle est un test merveilleux. Mais la Constitution impose au gouvernement une mission première. Quand vous lisez la Constitution, l'article, je crois, 12, je sais pas. Le Premier ministre veille à l'application des lois. C'est la première mission du gouvernement. Et c'est là où vous avez raison quand vous dites, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité du gouvernement? Nous sommes en face des preuve plus que tangible de l'incompétence du gouvernement qui fait des lois, qui est incapable de les faire respecter, qui laisse que les choses se passent contrairement à ce que lui il définit comme orientation, et par devers, avec tout ça, in fine, il devient le responsable. Quand vous avez des gens qui s'en vont occuper des marécages parce que pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous ne développez pas, vous n'aménagez pas les terrains constructibles. C'est vous qui êtes responsable du comportement des populations. Mais ça n'exonère pas les populations. Parce que nous devons avoir la prédisposition à accepter les instructions du gouvernement. Lorsqu'il s'agit notamment d'instructions techniques, quand on dit aux gens de ne pas construire sans permis de bâtir, alors, c'est pour permettre que les édiles, les maires, les délégués de gouvernement, pour ce que nous avons ici, contrôlent la façon dont la ville se construit. Quand on refuse le commerce, la loi sur la portant fiscalité locale, elle renouvelle une disposition de la loi sur l'urbanisme qui prévoit que le commerce sur la voie publique est interdit. Mais lorsque vous laissez que des quartiers se développent sans aménager des espaces réservés aux lieux de commerce, vous obtenez des marchés spontanés partout qui sont à la fois la source de la pollution, la source des désagréments pour les usagers de la voie publique, etc. etc. Alors, Abel Limbi Lobé, vous qui êtes conseil municipal, avant de passer la parole aux autres, vous êtes quand même conseil municipal, vous êtes dans l'arrondissement de Douala 5e qui a été présenté il y a quelques années par les autorités comme un arrondissement où il y a beaucoup de zones à risque. Comme ces zones, d'ailleurs, où on a pu vivre ces inondations hier. Qu'est-ce que les autorités, à votre niveau, vous en tant que conseiller municipal, qu'est-ce que la mairie a pu faire pour que l'on n'arrive pas à ce type de situation? Je rappelle quand même que le ministre du Développement urbain et de l'habitat, il a fait des descentes chaque fois pour demander aux populations de partir de là. Mais comment est-il possible d'expliquer que plusieurs années après, ces populations continuent d'être là et que l'on arrive à la situation que l'on a vécue hier? Oui, d'abord nous avons eu pendant 10 ans un exécutif municipal qui s'occupait d'organiser les boissons, 72 millions de francs de billets de vin et boissons qu'on commande pour une année, et on n'est pas en train de s'occuper de la construction des écoles, etc. Tout le monde a vu ça se faire. Il n'y a que peut-être Yandi qui se réjouissait parce que c'est son ami qui organisait cette espèce de dérive. Mais je veux dire que le phénomène du désordre urbain qu'il y a à Douala dépasse les pouvoirs d'un maire. Un
un maire ne peut pas aujourd'hui, en l'état actuel des ressources humaines, des ressources financières, développer une politique de viabilisation de tous ces quartiers à risque. C'est une affaire que seul un gouvernement national peut prendre en charge. La mairie de Douala 5, quel que soit le maire que vous aurez, ne peut pas régler les problèmes de tous ces habitats précaires qui occupent les marécages, qui obstruent les voies de passage des eaux et les problèmes de marché spontané. Les communes aujourd'hui n'ont pas les moyens parce que le phénomène est ancien, il s'est ancré, la structure publique est désorganisée et le maire ne dispose pas efficacement de tous ses pouvoirs de police. Je vous rappelle que l'immeuble dont vous parlez là, la descente du ministre du développement urbain qui est descendu au marécage de Misoké et qui a demandé la démolition d'un immeuble qui est construit au marécage, que tout le monde a vu s'édifier là-bas. Qu'on a la communauté est venue mettre des croix rouges. On n'a jamais cassé cet immeuble. Pourquoi? Et cet immeuble existe toujours. Parce que la loi sur l'urbanisme... Oui, pour conclure, oui. Parce que, et ça c'est la faute du gouvernement, la loi sur l'urbanisme est mal écrite. Elle dit que c'est le maire qui donne le permis de bâtir, mais en même temps, elle interdit au maire de détruire les immeubles qui n'ont pas de permis de bâtir. Très bien. Alors, Oumar Doumbé, face à ce type de situation, on n'a qu'une seule question à se poser. À qui la faute? Bien, d'abord, il faut constater que nous vivons dans un pays où c'est le droit de fait, c'est-à-dire que ce que vous avez posé comme acte qui est valable. C'est-à-dire que si vous avez envie de construire en bas de cet immeuble, vous allez construire en bas. C'est la loi du fait accompli. Puisqu'il n'y a personne pour vous dire de ne pas faire, puisqu'il n'y a personne pour venir détruire ce que vous avez fait, c'est la politique du fait accompli. Donc ça veut dire que tout le monde est responsable là-dedans. C'est pas simplement... Et je peux mettre un bémol par rapport aux populations qui, elles ont envie de s'installer, d'avoir un toit, ce qui est légitime pour un citoyen lambda qui a besoin d'avoir un toit pour réfugier ses enfants, sa famille, etc. Donc, si l'État est incompétent par rapport à une politique de logement, par rapport à une politique de voirie, d'aménagement de la ville, eh bien, la faute revient tout naturellement à l'autorité administrative, c'est-à-dire soit à la mairie, soit à l'État central, qui n'a pas pu avoir mener la politique qui lui revient de droit, c'est-à-dire c'est une politique régalienne qui est la sienne de pouvoir faire suivre les travaux dans une ville aussi importante qu'une ville comme Douala, qui doit même être un exemple. Quand on regarde la ville de Douala, l'ancienneté de la ville de Douala, la façon dont cette ville était architecturée, et voir comment cette ville se développe aujourd'hui sans frein, mais vous avez peur, parce que vous allez vous poser des questions de savoir qu'est-ce qui va se passer dans cette ville. À partir du fond de village, là-bas, il y a 5 ans, village s'arrêtait à Tradex, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, on ne sait pas où est la limite de Douala. On ne sait pas où commence Douala, où Douala s'arrête. En venant sur votre plateau aujourd'hui, j'ai traversé le village. On est en train de faire la voie pénétrante qui vient de Yaoundé. Pendant qu'on fait cette voie pénétrante, mais allez voir ce qui se passe là-bas. C'est tout simplement hallucinant. Les gens sont aujourd'hui sur la chaussée où on est en train de construire. Et rien n'est fait de toutes les manières pour les sensibiliser à ne pas être là. Très bien. Camille Hélène. Ben, vous avez posé une question. À qui la faute? La faute, pour moi, d'abord, c'est la faute à l'État. La faute à l'État qui ne met pas en place une politique de prévention des risques même de catastrophes naturelles. Au Cameroun, ça n'existe pas. La faute, c'est aussi la faute à nous tous qui estimons que, comme l'a dit Omar, je voudrais bien construire ma maison. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y a quelque chose là, vas-y, il y a 30 mètres carrés là. Sans que je puisse m'assurer auprès des services compétents de la mairie ou de la voirie que dans cet endroit, c'était un endroit marécageux, je plante ma maison.
Quelques mois plus tard, quelques années plus tard, la maison commence à s'enfoncer. Je vois, mais je reste toujours là-dedans. Elle s'enfonce parce que c'est une zone marécageuse. Et quand les pluies arrivent, comme ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui, la maison est complètement... Vous avez vu, l'eau est arrivée au niveau des linteaux. Ça veut dire que la nature a repris ses droits, comme a dit Edmé Deba. La faute à qui? La faute au président de la République. Dans un pays normal, avec ce qui se passe là aujourd'hui, le président de la République devrait, puisque c'est lui seul qui donne de hautes instructions, le président de la République devrait se dire que, mais non, c'est pas possible. La ville de Douala même, je suis arrivé à Douala combien de fois? Quand le président de la République arrive à Douala, il vient, il inaugure le premier travaux sur le pont du Vori, il inaugure tel autre machin, il fait un discours, il s'en va. Le président de la République ne connaît pas la ville de Douala. Et je pense que, comme capitale économique, je pense que le président devrait venir poser des questions. Mais j'ai l'impression que de deux choses une, ou ça ne l'intéresse pas, ou alors les gens qui sont autour de lui ne veulent pas qu'ils connaissent. Oh, non, je comprends. Je suis sûr quand le professeur il dit quelque chose d'intéressant, je sais que le professeur n'est pas seulement RDPC, il est biaïste. C'est-à-dire que lui, tout le monde est responsable, même le RDPC, sauf le président. Mais je dis que le président a une responsabilité sur tout le désordre qui se passe aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faudrait... Une minute avant de passer la parole. Non, ça va être compliqué. Non, c'est... Ne me dérange pas. Tu vas parler, attends. Je voudrais dire que le délégué du gouvernement, Ouottobi, a commencé une politique d'aménagement des drains. Tout à fait. En les construisant véritablement. Depuis qu'il est parti, cette politique s'est arrêtée. Et pourquoi il y a pourtant eu d'autres délégués du gouvernement? Parce que nous sommes dans un système il y a eu des plateformes avec les mairies. Parce que nous sommes dans un système où il n'y a pas de continuité de l'action publique. Chacun fait ce qu'il veut. Le conseil de la communauté urbaine lui-même ne fonctionne pas en tant qu'organe qui devrait rappeler aux délégués que la construction des drains, je suis d'accord. la construction des drains. Et bien, il n'y a pas de conseil. Hein, mais je constate que c'est Biya qui avait nommé quoi a commencé une politique. C'est lui qui a nommé successivement les autres délégués qui ont arrêté cette politique, qui ne se suivent rien. Et les trains qui sont construits sont en train d'être envasés complètement. Oui. La sédimentation, vous voyez tout ce qui passe à Bonadjola, à côté de la douane. Vous voyez comment des airs poussent à l'intérieur. C'est-à-dire que d'ici à 10 ans, ces trains seront complètement inopérants. Très bien. Et vous allez vous étonner après. Mais j'ajoute et je termine par là que s'il est vrai que la responsabilité in fine revient au gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui doit nous gouverner, il ne faut pas qu'on élude tous ces chantres qui développent dans les esprits de nos compatriotes l'idée qu'il y a des vertus à transgresser les règles de la République. Très bien. Alors, Pascal Messanga Nyamzing, sur cette question des inondations, la journée va certainement passer, les jours vont passer, mais il faut peut-être prendre des mesures pour que l'on n'en arrive pas. Nous ne sommes qu'au mois de juin et l'on estime que la pluviométrie, ça peut être encore, elle peut être encore plus forte. Oui. Le mois prochain arrive, le mois de juillet, le mois d'août, le mois de septembre. Il faut peut-être redouter ce type d'inondation. Alors, quelles sont les premières mesures à prendre selon vous? Les premières mesures à prendre... Il y en a qui estiment autour de vous que la première faute, le premier responsable de tout ce qui se passe, c'est le gouvernement. Oui, d'abord, ceux qui parlent même aussi de la responsabilité du président n'ont pas tort parce qu'en fait, il a des pouvoirs que lui confère la Constitution, c'est-à-dire la bonne marche des affaires, l'article 5, dont sa responsabilité est engagée. Enfin. Mais il faut qu'on comprenne quelque chose aussi, c'est vrai. Et au moins, je crois que moi, quand je viens sur un plateau, c'est pour élever l'image du RDPC. Et dans ce sens, Elimbi a raison. Ils ont pratiquement tous raison, tout simplement parce que il y a une faiblesse des politiques publiques. On ne devrait pas venir se battre avec les étiquettes de X ou Y. Il y a un échec des politiques publiques. Mais il faut plutôt expliquer cet échec qui repose sur deux déterminants. D'abord, l'option prise d'abord par une traçabilité qui n'est pas visible par moment, hein? Et deuxièmement, l'option prise par des hommes qui doivent mener cela. Vous savez, Elimbi, là au moins, il a dit quelque chose d'intéressant, mais il est en contradiction parce que ce qu'il ne comprend pas, c'est le combat que j'ai mené à Yabassi, avec un groupe d'imposteurs qui venaient,
qui écrasait tout le monde, qui ne développait rien. On est toujours sur la question des inondations là. Ça a un lien, mais écoutez, madame. Je suis cohérent quand même. Je veux juste comprendre. Je vous amène à comprendre que c'est l'irresponsabilité de certaines personnes à côté du président de la République. Et le combat que nous menons, regardez, je ne vous ai pas coupé. La moindre des choses, non seulement, monsieur Elimbi, je vous ai donné 10 minutes de temps de parole, mais en plus vous voulez encore... Abel Elimbi, permettez à M. Sanga Nyamvin de dire un mot. Vous êtes ronchon. Sur les collaborateurs du président que lui-même choisit. À partir de là, moi je suis Yabassi, je suis fier d'être Yabassi. Et je voudrais vous dire que mon village Yabassi n'a pas de route. Vous avez soutenu. Mon village... Abel Elimbi, s'il vous plaît. Allez-y. Je vais terminer. Abel Elimbi, s'il vous plaît. Vous n'avez pas la parole. C'est un va-t-en-guerre. Vous comprenez? J'analyse, vous pouvez en rire, mais vous êtes ridicule. Abel Elimbi, s'il vous plaît, nous sommes pratiquement au thème de l'émission, donc permettez à Pascal Moussanga d'avancer. Oui, mais ce sont des rigolos. Vous savez, moi, je voudrais vous dire que Yabassi n'a pas de route parce que, de manière globale, les politiques publiques n'ont pas mis en place les plans d'aménagement qui auraient pu, à un moment donné, relier tous les arrondissements au département par le goudron, par la bitume, ou qui pouvaient relier tous les départements du Cameroun au chef-lieu de région, Douala, par le goudron. Vous savez, ici sur ce plateau, je suis le seul membre ressortissant du littoral qui est un village qui n'est pas relié à la capitale par le goudron. Donc Abel, lui, se contente de vivre à Douala. Mais sachez, le Mungo est relié à Douala par le goudron. La Sanaga maritime, non, j'ai dit dans le littoral. Non, j'ai délimité. Je vous dis bien que le littoral a 4 départements. Le Mungo est relié à Douala par le goudron. Allez-y pour conclure, Pascal. Est lié à Douala par le goudron. Mais le Nkam n'est pas relié à Douala par le goudron. C'est la raison pour laquelle vous soutenez. Maintenant, donc, les politiques... Allez, pour conclure, très rapidement. Espérant que le ronchon ne va pas me déranger. Alors, je voudrais vous dire ici que les politiques publiques et surtout les politiques d'aménagement reposent sur 3 déterminants. D'abord, il y a le déterminant gouvernemental, lui aussi il a raison, tout le monde a raison. Et il y a le deuxième déterminant. Le deuxième déterminant est effectivement à l'échelle régionale. Et on peut aussi se poser la question. Moi, je suis un rénovateur, madame. Vous voyez, Sandrine, je pense que les parlementaires ne font pas aussi leur travail. Quand vous avez un Sénat, très bien. Les sénateurs sont les représentants des collectivités territoriales décentralisées. Que font-ils? Et donc, le troisième déterminant. Oui. Le troisième déterminant. Les sénateurs nommés, qui représentent qui? Le troisième déterminant, il faut le dire finalement, ce sont effectivement les communes. Et moi, je pense que c'est la caractéristique des pays sous-développés où parfois on évoque les moyens, mais moi je pense aussi qu'il y a soit un problème d'incompétence, soit une absence de vision des gens qui tiennent parfois ces 3 charges à ces 3 échelles. Là encore, on ne va pas dire que c'est Paul Biya qui va aller payer les conseils communautaires. Moi je pense que chacun de nous doit pouvoir prendre ses responsabilités. Très bien. Il y a le pouvoir du planton, il y a le pouvoir du journaliste, il y a le pouvoir du conseil municipal. De tout le monde. Et de tout le monde. Et je Très pense bien. que c'est cette Paul Biya, il nous a suffisamment apporté comme ça. Très bien. Merci. Merci donc à vous très cher Pascal Moussanga Nyamvin. Merci également à vous très cher monsieur. Nous sommes à la fin de l'émission. La suite ce sera juste après.